jeune congolaise. Et qu'est-ce que je remarque de la jeunesse congolaise? Je constate qu'il y a un manque de suivi et un manque d'accompagnement. Je m'explique. Lorsque nous arrivons après le collège, au BPC, nous nous retrouvons au lycée. Au Congo, il y a des lycées publics et les lycées privés. Déjà, il faut savoir que tout le monde n'a pas cette opportunité de se retrouver dans un lycée privé par souci de finances. Donc, la plupart se retrouvent dans les lycées publics. Et qui dit lycée public dit énormément de personnes dans les salles. Je m'explique. Dans les lycées publics, déjà qu'il n'y en a pas assez au Congo. Donc, nous sommes obligés de nous retrouver dans une salle de classe, plus de 400 élèves à étudier dans des conditions médiocres, si je peux dire ça comme ça. On se retrouve à étudier par terre, bien qu'ayant cette motivation-là d'aller à l'école. Face à ces conditions médiocres, c'est difficile de continuer. Il y en a qui abandonnent, il y en a qui persistent quand même parce qu'ils ont un souci de leur avenir. Et ceux qui abandonnent ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de soucis, mais ils n'ont pas le choix que de chercher des petits boulots. Peut-être qu'ils se retrouvent dans une famille classée sous bas niveau financement, niveau économique. Et moi, ce que je constate, c'est que déjà, il y a un manque de lycée, manque de suivi. Cela n'est pas forcément la faute des professeurs parce qu'eux-mêmes, ils sont obligés de travailler dans de telles conditions. Là, c'est plutôt à l'État. L'État ne met pas à disposition les écoles pour nous. Donc, nous nous retrouvons à étudier dans des conditions désagréables. Nous ne sommes pas accompagnés, nous ne sommes pas suivis. Là, je parle que du lycée. Et ceux qui se retrouvent à obtenir leur baccalauréat, ils arrivent à l'université. Et là, ça devient encore pire. Ceux qui ont la chance de sortir du Congo, tel que moi j'ai eu cette grâce de sortir du Congo, on est assez à l'aise. Mais ceux qui y restent, il y a un souci, un énorme souci. Ils sont obligés de continuer soit à l'université. Étant donné qu'il y a aussi le problème d'emploi, il n'y a pas forcément de stage. Pour avoir un stage au Congo, c'est toute une montagne russe. Il faut être pistonné. Il faut savoir quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est bien placé. Voilà encore un autre problème. Si tu ne connais personne, tu n'es personne au Congo en tant que jeune. On se retrouve à soit travailler dans un kiosque, à faire des petits boulots pour s'en sortir. Et ceux qui ont la chance, je dirais même pas la chance, ceux qui peuvent aller à l'université, on se retrouve dans des universités déjà qu'il n'y en a pas assez. Soit à Brazzaville, on est obligé, Mariangouabi, on se retrouve tous à Mariangouabi, près de plus de 6000 étudiants dans une salle, manque d'accompagnement, manque de suivi. Les étudiants y persistent parce qu'ils ont un souci de leur avenir et lorsqu'ils finissent, ayant un diplôme à la main, je prenais un exemple d'un master, ils travaillent où? Pas d'emploi parce qu'on ne connaît personne et on se retrouve là à ne rien faire. Voilà les problèmes qui émanent en tant que nous, jeunes Congolais. Les solutions pour régler ce problème d'orientation professionnelle, la toute première des choses, j'ai pensé que c'est une responsabilité parentale. Aujourd'hui, le constat est que lorsque nous voyons même dans la jeunesse africaine et même aussi parfois en France, la responsabilité parentale est la base de toute chose. Et donc, il revient d'abord aux parents de pouvoir orienter les enfants. Mais comment est-ce qu'il faut faire? Ben, cela passe par les écoutes. Les parents doivent comprendre qu'ils sont avant tout des parents et que c'est de leur responsabilité de pouvoir encourager les enfants. À ce moment-là, il faut mettre en place un système d'écoute basé sur le dialogue. Moi, je me souviens, lorsque j'étais au Congo, et surtout en Afrique, c'est un constat, le dialogue n'existe pas vraiment entre parents. Souvent, la relation qui nous, les parents, c'est une relation qui est basée sur la timidité, qui est basée sur la peur. Les enfants ont peur de se confier à leurs parents parce qu'il y a ce côté, entre guillemets, je veux dire assez méchant,
où les parents ne se livrent pas complètement à leur enfant. Et ça crée un frein. Aujourd'hui, les enfants ne peuvent pas s'exprimer librement, ou du moins n'arrivent pas à s'exprimer librement à leurs parents et pour leur faire leur choix de carrière. Et ça, c'est un élément qui est assez important. Donc, ça sera le dialogue. C'est aussi l'accompagnement. Les parents doivent accompagner les enfants dans leurs passions, de leurs besoins. Aujourd'hui, il existe un tas de métiers qui existent et que les enfants n'arrivent pas à exploiter. Pourquoi? Parce que les parents ne veulent pas que ces enfants puissent exercer tel ou tel métier. Aujourd'hui, dans le domaine de l'art, dans le domaine du cinéma, dans tout ce qui va concerner la culture et l'art, les parents en Afrique ont du mal ou ne veulent pas accepter que les enfants puissent faire ce genre de métier parce qu'ils se disent que ça ne rapporte pas vraiment de l'argent. Alors que l'objectif n'est pas sur un point de vue financier, mais c'est surtout sur l'épanouissement de l'enfant. Plus un enfant sera épanoui dans son métier, plus il sera performant. La science l'a prouvé, et ça c'est quelque chose qui manque vraiment dans la jeunesse, dans les parents, dans les familles, dans les foyers. Et cet accompagnement aussi se traduit aussi par le fait que les parents ne doivent pas imposer leur point de vue sur un certain nombre de métiers, parce que généralement les parents veulent que les enfants puissent faire les métiers qui sont nobles, donc tout ce qui est études de droit, médecine, la gendarmerie, les finances. Mais ces genres de métiers doivent être pris en compte avec les capacités intellectuelles des enfants. Aujourd'hui, une personne qui n'est pas forte, par exemple, forte en sciences, aura du mal à exercer, aura du mal, par exemple, à s'acclimater dans un métier tel que le droit. Parce que la personne est très forte en sciences, en mathématiques, elle ne trouvera pas sa place en faisant des métiers de droit. De la même façon qu'une personne qui est très forte en littérature aura des difficultés à faire tous les métiers qui vont concerner les sciences, l'informatique. Donc, tout cela doit être pris en compte avec les capacités intellectuelles des enfants. Mais surtout, il faudrait également pour les parents d'agir en amont, c'est-à-dire qu'il faut détecter le potentiel de l'enfant au fur et à mesure que l'enfant grandit. Ça permet de mieux orienter l'enfant en lui prodiguant des conseils, en lui disant par exemple, tu es fort en tel ou tel domaine, tu es fort en sport, on va t'orienter vers le sport parce que c'est dans ce domaine-là que tu es le plus à même d'exceller compte tenu de tes résultats scolaires. Et ça, c'est un élément qui est aussi très important. À côté de cela, il faudrait également se dire qu'en tant que parent, il faudrait ne pas hésiter de recourir à de l'aide. Pourquoi? Parce qu'on peut être limité sur un certain nombre de choses, et le fait d'aller voir une personne ou un spécialiste ou un conseiller d'orientation peut être un plus dans le choix de carrière ou dans l'orientation de son enfant. Aujourd'hui, le constat est que les parents très souvent se délaissent en fait de la responsabilité, sont beaucoup moins actifs dans l'encadrement et dans l'orientation des enfants. Et cela pose un réel souci, un grand problème dans l'orientation des enfants. Mais avant tout et avant toute chose, je considère qu'à côté de cette responsabilité parentale, il y a aussi la responsabilité personnelle. La responsabilité personnelle, pourquoi? Parce que en tant que jeune, l'on se doit de croire en ses rêves. Et pour croire en ses rêves, il faut se donner les moyens pour y atteindre, les moyens de les réaliser. Et cela passe donc par l'autodiscipline, cela donc passe par des recherches importantes sur ce que l'on veut faire. Et si on se trompe, il n'y a pas de souci, mais au moins on aura essayé, on aura compris. Et le fait même de pouvoir se réorienter n'est pas en soi synonyme d'échec. C'est surtout synonyme du fait qu'on a essayé de faire quelque chose, mais qu'après, nous avons perdu la passion pour exercer ce métier. Aujourd'hui, lorsque on nous impose un métier par défaut, on se rend bien compte qu'à la fin, on perd cette passion-là. Et la passion aujourd'hui est au fondement de tout métier. Pourquoi? Parce que plus
on exerce un métier dans lequel on se sent bien et plus on est épanoui. Et donc, en tant que jeune, il ne faudrait pas faire ce que moi je considère que il ne faut pas être dans le confort, il ne faut pas être dans la complaisance parce que très souvent, nous avons par exemple des frères, des oncles, des parents, de façon générale, qui ont pu réussir dans un certain nombre de domaines et l'on se veut de faire comme eux. Il faut se dire que chacun a ses propres limites, chacun a ses propres qualités et que l'on ne pourra pas forcément exceller comme nos parents, qu'on ne pourra pas forcément exceller comme notre frère, notre ami, mais que l'on doit faire de notre mieux, de notre possible, de pouvoir trouver un métier en lien avec nos capacités intellectuelles, avec nos aptitudes physiques, parce qu'on est doué en sport, on est doué en tout ce qui concerne le sport de combat, on est doué au football, et l'on se doit de donner les moyens pour atteindre et réaliser ce rêve-là. Et surtout aussi, il s'agit également de l'autodiscipline. Je prends un exemple sur moi. Il y a eu des moments où j'ai manqué de discipline et je sais que j'aurais pu, par exemple, atteindre un certain niveau. J'aurais pu, par exemple, en travaillant d'arrache-pied, exceller. Mais ce n'est que bien après que j'ai compris l'importance de l'autodiscipline parce qu'une fois arrivé en Europe, on ne pouvait compter sur personne. On ne pouvait compter que sur soi-même. Et d'autant plus que lorsque je dirais entre guillemets, lorsqu'on est noir, la question a encore tout son sens. Pourquoi? Parce que tu sais que de par ta couleur de peau, cela est déjà constitutif d'un handicap. Et cumulé au fait que tu es un étranger, les choses ne sont pas faciles. Donc tu es obligé de travailler 2 fois ou 3 fois, 4 fois plus que les autres afin de te démarquer. Et cela passe donc par l'autodiscipline, par des sacrifices, par un travail qui est acharné. Et ce travail nous permettra de pouvoir explorer beaucoup de domaines, beaucoup de disciplines parce qu'on aura beaucoup de métiers qui s'ouvriront devant nous parce qu'on aura la capacité et les aptitudes pour pouvoir exercer tel ou tel métier, étant donné que l'on dispose de ces compétences-là qui nous permettent de nous adapter. Je réponds au nom de Titi Bonarbaseka, je suis juriste et politiste de formation, donc titulaire d'un Bac+5 en droit public et aussi diplômé de l'Université Paris-Nanterre en sciences politiques. Je suis ressortissant congolais de Brazzaville, natif aussi de Brazzaville. J'ai, au cours de mon parcours, à la fois académique, commencé à Brazzaville dans le cadre de mes études de droit à l'Université Mariangouabi, été membre des structures associatives, syndicalistes, dont l'objectif était de prôner l'amélioration des conditions d'études de notre université jadis. Et aujourd'hui, de manière assez récente, j'ai été, dans le cadre des échéances électorales passées de 2022, candidat indépendant à Mongali 4, tête de liste pour les élections locales. Aussi, actuellement, je suis à la tête d'une structure associative dénommée Initiative citoyenne et solidaire des quartiers, dont l'objectif est à la fois d'accompagner les jeunes dans un certain nombre de formations pour les permettre d'avoir les outils à la fois intellectuels et personnels pour être actifs sur le marché de l'emploi, aussi dans un volet un peu plus solidaire qui est celui de participer à donner un coup de pouce aux différentes femmes seules ou femmes ou veuves de nos quartiers dans le cadre d'un soutien à l'échelle de nos moyens pour le commerce de proximité. Nous avons aussi des projets dans le cadre associatif que nous envisageons faire dans le volet purement sanitaire, qui est celui de faire des dépistages gratuits et de voir aussi en fonction des partenariats que nous pourrons avoir à la fois au niveau national et pourquoi pas au niveau aussi de diaspora, pour permettre aux personnes qui bénéficieront de nos diagnostics qui seront prises en charge par notre association, de voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourra accompagner les différentes personnes bénéficiaires dans le cadre d'un suivi. De manière assez succincte, c'est ce que je peux dire sur moi. Et sinon, je suis un jeune Congolais
qui veut donc participer de manière active à l'enracinement de la croissance et à l'émergence dans notre pays de manière générale. Quoi de mieux que ce thème qui m'a tout de suite interpellée, parce que je suis moi-même congolaise et je suis encore considérée comme jeune, et surtout dans une population où plus de 47% de la population est jeune. Je pense qu'il était temps à ce que cette jeunesse soit au centre des préoccupations de nous politiques. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la délinquance juvénile. C'est clairement un fléau au sein de notre communauté, au sein de la République du Congo, ce qui était il y a quelques années juste des comportements de quelques individus. On voit que ce phénomène-là de délinquance juvénile prend de plus en plus de l'ampleur au sein des populations congolaises. Donc l'idée, c'est d'évoquer les conséquences de cette délinquance-là, les causes de cette délinquance. Et j'espère vous apporter également des petites ou des grandes solutions, à chacun d'en juger, à chacun de mettre le curseur là où il le souhaite, sur des solutions pour éradiquer, oui, j'emploie clairement le mot éradiquer, parce que je me dis qu'en 2024, il est temps d'éradiquer cette délinquance juvénile. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut d'abord définir d'où vient cette délinquance juvénile et qu'est-ce qu'on entend par délinquance juvénile. La délinquance juvénile, ce sont des comportements asociaux, ce qu'on peut aussi dire des comportements à la marge de la société. Qui dit délinquance dit également délinquant de l'autre côté. Au sein de la République du Congo, on a vu l'essor de nouveaux types de délinquance avec un système assez bien établi qui ont également des noms. Ce sont des délinquants qui sont organisés par bande. Au Congo, tout ce qui est délinquant, on appelle ça les bébés noirs. Depuis plusieurs années, donc on a cet essor-là de cette délinquance juvénile caractérisée par les bébés noirs qui font peur à la population, qui sèment la terreur dans les différentes villes de la République du Congo. Donc moi, à travers cet échange que j'ai avec vous à travers mes mots, je me suis posé la question, Sarah, d'où vient cette délinquance juvénile et pourquoi de plus en plus cette délinquance est jusqu'en devant nos quartiers, jusqu'en bas de chez nous, ce qui était juste le comportement de certains individus, on le trouve de plus en plus au sein de notre population. L'une des causes de cette délinquance juvénile, en premier, je parlerai de la famille. Nous sommes des Bantous et on sait que le respect des aînés et le respect des parents sont quand même l'une des vertus au sein de notre population. Et on voit que les jeunes de maintenant, il n'y a plus ce respect-là. Il n'y a plus cette hiérarchisation du respect et aussi l'envie d'écouter. Le socle familial au sein de la République du Congo est en perte de vitesse. Au début, on avait de petits délinquants. Là maintenant, on peut clairement dire on fait face à des criminels. Je ne vais pas minimiser un crime plus qu'un autre. Un crime est un crime et mérite sanction et mérite justice. Et au sein du Congo, on voit que les délinquants qui chahutaient, par exemple, embêtaient les personnes au sein des marchés, font maintenant ce qu'on appelle du grand banditisme. Parce que dès le début, ces petits délinquants qui étaient chassés par leur famille parce qu'ils avaient des comportements asociaux à la marge de la société, se retrouvent livrés à eux-mêmes parce qu'il n'y a plus ce cercle vertueux de la famille auquel ils faisaient partie. Donc on se retrouve avec des jeunes d'une dizaine d'années à peine ou un peu plus d'une vingtaine d'années, mais qui n'ont pas ce repère-là de la famille. Ils se retrouvent livrés à eux-mêmes dehors, donc ils sont plus amenés à intégrer le phénomène des bandes. Je vous parlais au début de mon propos des bébés noirs.
Donc on voit qu'une fois que le cercle familial est brisé, c'est la rue qui prend le relais. On sait que l'éducation de la rue, malheureusement, n'a pas que des choses bénéfiques au sein de cette population. Donc on voit aussi que ces jeunes, ils veulent créer un système dans lequel ils obéissent à un chef de bande. Ils n'ont plus les repères d'une vie de famille dans un environnement où on sait que on se réunit tous ensemble pour déjeuner. On a le père qui nous donne les instructions qu'il faut bien travailler à l'école, qu'il faut aider les autres, qu'il ne faut pas clairement faire du mal à son prochain. Donc, et on voit qu'avec ce phénomène de bande, il y a aussi le phénomène de réseaux sociaux qui rentrent dans ce phénomène de bande. Je m'explique. Avec l'explosion des réseaux sociaux, ces jeunes livrés à eux-mêmes dans la rue, dans ces bandes-là, ils se disent pourquoi lui, à travers ces réseaux sociaux, il a la belle vie et pas moi. Pourquoi lui, il peut se permettre d'avoir de tels vêtements de marque ou porter de tels vêtements de marque et pas moi. Donc là, inévitablement, malheureusement, il y a les vols. Parce que on veut être comme les autres. Ces jeunes, livrés à eux-mêmes, se projettent. Sauf que, vu qu'ils n'ont pas les moyens, forcément, ils vont chercher les moyens dans l'illégalité. Donc ça va être les vols, ça va être malheureusement tout ce qui est trafic de drogue, stupéfiants. Et ça va être aussi les agressions, parce qu'on sait qu'un vol, ce n'est pas fait de manière cordiale. Le voleur ne vient pas vous voir et vous dit, s'il vous plaît, est-ce que je peux voler votre sac? Donc, inévitablement, il y a aussi de l'agression qui est faite à travers ce vol. D'où, au début de mon propos, je parlais de criminalité. Donc, on passe de petits délinquants des rues, petits délinquants qui chalutaient dans les marchés, à des bandes organisées qui, clairement, posons les termes, terrorisent les populations congolaises. Donc, on a dit que l'une des causes, c'est la famille qui est défaillante, le cercle familial qui n'existe plus. À côté de cela, on dit que souvent un enfant est élevé par la famille et également par l'État. Quand je parle de l'État, je parle évidemment du système scolaire. À partir du moment qu'une personne qui est censée être à l'école n'est plus à l'école, l'État doit s'en soucier, l'État doit prendre ce problème à bras le corps. Donc, la famille qui est défaillante, l'éducation qui ne fait plus son travail, ça fait déjà 2 causes qui peuvent conduire ces jeunes à de la délinquance juvénile et malheureusement à de la criminalité. L'un des troisièmes, donc si les élèves ne sont plus à l'école, forcément on se demande là où ils sont. Ils sont dehors, ils zonent, ils traînent, ils volent, ils agressent la population et leur but aussi c'est de s'en sortir. Ils sont livrés à eux-mêmes parce qu'il n'y a plus ce cadre vertueux de la famille ou encore de l'école. Donc, famille absente, système éducatif absent également, donc ces délinquants-là se retrouvent livrés à eux-mêmes. On a également aussi la projection que se font ces jeunes, notamment à travers la musique. Vous me direz, pourquoi la musique? Il faut savoir que souvent, à travers la musique, on fait également passer des messages. Certains de ces adolescents prennent pour exemple des artistes, des musiciens, des rappeurs, des chanteurs et j'en passe. Mais à travers certaines chansons, il y a aussi des messages qui sont véhiculés. Il y a un artiste dont je tairai le nom pour pas voir les foudres de ses fans, qui disait que, je vais le dire en français pour les non-lingalophones directement, c'est que l'enfant d'un voleur ne peut pas dormir sans avoir mangé. En gros, je vais reprendre la phrase exacte, c'est l'enfant d'un voleur ne mangera avant que la nuit puisse voir le jour. Donc, voilà. Avec de telles phrases,
je laisse à chacun se faire l'idée et aussi de la portée, et je dirais même de la gravité de telles phrases, surtout face à des jeunes qui sont souvent livrés à eux-mêmes, qui ne vont pas prendre en considération la portée de cette phrase, qui vont juste se dire, ben, moi, en tant que voleur, ce n'est pas possible que je puisse dormir le ventre vide. C'est là où je dis que la musique et aussi nos musiciens ont également une importance dans ces histoires de délinquance juvénile, notamment à travers les messages qu'ils véhiculent. Le phénomène de la délinquance juvénile est un fléau, il faut clairement le dire. C'est un fléau qui, c'est comme un virus, qui vraiment est en train de détruire nos jeunes, avec une population où 47% a moins de 18 ans. Le Congo est une population très jeune et dans un futur, le Congo aura toujours une population assez jeune. Donc je pense que je tire la sonnette d'alarme afin que nos politiques puissent prendre ce problème à bras le corps et également mettre en place les moyens pour éradiquer ce phénomène de violence, de délinquance juvénile. Notamment dans nos quartiers, on se retrouve, les conséquences sont que avec un État qui est quasi démissionnaire, ben, c'est la population qui se retrouve à faire justice elle-même, à prendre le problème à bras le corps et à se défendre comme elle peut. Je pense que certains d'entre vous ont sûrement vu des vidéos de bébés noirs qui se font littéralement lyncher par la population, par certains quartiers. On a vu également lorsqu'un bébé noir mourait, les habitants du quartier où résidaient les parents de ce jeune bébé noir, on leur interdisait de faire une veillée entre guillemets un peu bruyante. En gros, on leur interdisait de mettre des bâches pour dire qu'ils ont perdu un proche. Et même aussi ces familles-là de délinquants se retrouvaient aussi stigmatisées parce que malheureusement un de leurs enfants était bébé noir. Vous voyez que lorsque l'État ne fait pas, je dis pas qu'elle ne fait rien, on dirait que lorsque l'État ne fait pas juste le minimum syndical dans cette histoire de délinquance, c'est la population, malheureusement, se retrouve à faire la justice. Et c'est pas cela le rôle de la population. Elle n'est pas là pour faire justice elle-même. Donc là, on voit que les causes et les conséquences de cette délinquance juvénile a une importance aussi dans, je dirais, l'organisation d'un État. Lorsqu'on a de la délinquance juvénile, il y a directement des répercussions au sein de la population. Et la population, c'est le fer de lance de l'État. Lorsqu'une population souffre, je ne peux pas me dire que l'État est en bonne santé. L'un ne va pas sans l'autre. Mon analyse de la jeunesse congolaise aujourd'hui est sur plusieurs dimensions. Nous avons une jeunesse qui est dynamique, une jeunesse qui se cherche, sauf qu'en face, on n'a pas de réponse à leur apporter. Et nous avons beaucoup d'indicateurs qui sont dans le rouge, notamment sur le plan sanitaire, sur le plan sécuritaire, avec une croissance de la délinquance juvénile, de la prostitution juvénile, et on n'a pas de solution à apporter à cette jeunesse, ou notamment on n'a pas mis en place des cellules d'écoute pour pouvoir apporter des solutions. Ce qu'on voit aujourd'hui de la jeunesse congolaise, c'est des jeunes qui dansent. Ça danse partout sur TikTok, ça danse partout sur les réseaux sociaux. Ce qu'on voit de cette jeunesse, c'est une jeunesse qui se bat, c'est une jeunesse qui tue, c'est une jeunesse qui vole, c'est une jeunesse qui pille. À qui la faute, on pourrait se dire? Les adultes qui sont en face sont résignés. Les adultes qui sont en face se disent qu'ils n'ont peut-être pas les solutions ou les solutions qui sont apportées ne sont pas les bonnes. Je suis de la diaspora
J'ai été une jeune femme congolaise, je suis passée par là, je suis de la jeunesse congolaise. Et en ayant fait tout ce parcours, je me dis que nous pouvons apporter des solutions, faire des propositions concrètes sur ces maux qui minent le Congo, avec le président de la République qui a décrété l'année de la jeunesse, se dire qu'on pourrait s'asseoir autour d'une table et faire des propositions pour aller dans le meilleur des sens. Cette jeunesse a besoin d'outils, cette jeunesse a besoin d'équipements, cette jeunesse a besoin de compétition, mais compétition positive à l'international. Aujourd'hui, quel talent avons-nous au Congo qui peut représenter le Congo, par exemple, en mathématiques à l'international? Quel jeune aujourd'hui a mis en place une innovation? Qu'est-ce qui a été découvert? Quelle invention a été faite? Quels sont nos progrès? Quand on regarde sur 2022, c'est difficile de savoir qu'est-ce que nous avons tiré de cette année. Quel jeune a été le talent du Congo? Juste pour énumérer les problèmes que j'ai mentionnés, il y a le souci d'accompagnement et de suivi, manque d'universités et de lycées au Congo. Et par rapport à ces problèmes que j'ai évoqués, moi je pense que pour répondre et pour permettre à la jeunesse congolaise de s'épanouir, d'être accompagnée et suivie, il faudra mettre en place plusieurs lycées publics, qu'on ait plusieurs établissements, plusieurs choix, pour qu'on ne se retrouve pas forcément dans un lycée à près de 400 élèves, qu'on ait cette possibilité-là dans les lycées de mettre un pôle spécialisé pour l'accompagnement et le suivi académique. Pourquoi pas un pôle également d'accompagnement psychologique, s'il faut le dire ça comme ça, pour pouvoir aider les étudiants qui se retrouvent face à des situations qui ne peuvent pas forcément traiter de leur propre façon. Et je pense aussi au niveau des universités, mettre en place des établissements universitaires, de plusieurs formations, parce qu'au Congo, il y a certaines formations qu'on est obligé de voyager pour les faire. Donc, il y a ce problème voilà, on ne termine pas forcément toute notre formation au Congo. On est obligé de sortir du Congo. Et donc, créer de plus en plus de formations, des universités. Et une fois à l'université, il y a le souci de stage, souci d'emploi. Donc, permettre aux entreprises, faire en sorte que les entreprises prennent des étudiants, bien que ça ne soit pas forcément rémunéré, mais qu'ils aient cette opportunité-là de faire des stages, d'avoir une expérience professionnelle, car c'est très capital d'allier la théorie et la pratique. Pour une personne qui fait l'alternance, il y a vraiment une grande différence entre une personne qui fait l'initiale et une personne qui fait en même temps, qui suit ses cours, et il y a ce volet professionnel-là. Donc c'est très important. Donc pour résumer, je dirais plus d'universités, plus de lycées, plus d'accompagnement dans les lycées et les universités, et également cette opportunité-là de faire des stages rémunérés ou non rémunérés et d'avoir des emplois à la sortie de nos diplômes. Bonjour, je m'appelle Sarah Bikindou, j'ai 30 ans, je suis chargée de communication. J'ai une licence en sciences de l'information et de la communication, une maîtrise en culture et médias, parce que de base, je voulais faire du journalisme. Donc, je me cherchais un peu entre journalisme et communication, et à l'issue d'un stage, je me suis dirigée vers la communication et j'ai intégré une école parisienne pour faire de la communication. Donc, j'ai également un master en communication manager. Bonjour, je suis Van Bellon Nkala, je suis responsable juridique de l'Association des étudiants congolais de France, l'AECF, et en même temps je suis juriste en droit social. Donc j'ai commencé mes études au Congo, après avoir terminé mes études, mes études secondaires en 2012, et donc j'ai commencé à faire le droit à l'université Marion Gaby, où je suis resté jusqu'en 2018 avant de pouvoir venir en France. Je préparais déjà à cette époque-là un master en droit privé. Et une fois arrivé en France, j'ai poursuivi mes études
en droit. J'ai fait le choix de reprendre la 3e année pour pouvoir mieux en fait m'adapter, m'acclimater au climat de la France parce que le climat du droit n'est pas toujours pareil. Et une fois arrivé, j'ai rencontré quand même quelques difficultés. La première année n'était pas facile. Il y a eu ce temps d'adaptation. Donc j'ai repris cette année-là et après j'ai poursuivi. J'ai fait mes 3 ans, la licence, le Master 1 et ainsi que le Master 2 que j'ai obtenu en 2012. La jeunesse congolaise, une population déjà de quasi 5 millions d'habitants. Déjà la jeunesse congolaise, selon les derniers chiffres, on pense qui n'ont pas encore peut-être été toltés, c'est 70% de la population congolaise, ce qui n'est pas des moindres. Et pour s'en rendre compte, il faut revenir au soir du réveillon, où le président de la République décrète l'année 2024 comme l'année de la jeunesse. Année de la jeunesse décrétée, c'est une chose. Année de la jeunesse manifestée dans les actes qui puissent produire des effets escomptés, c'est une autre chose. Et c'est plutôt dans les attentes, dans les actions, que je m'interroge à la fois sur notre jeunesse, mais aussi, dans une manière assez plus large, sur les politiques mises en place pour permettre, d'un côté, à notre jeunesse d'être au cœur des fonds de bâtissement donc de l'émergence, d'une part, et deuxièmement, permettre à notre jeunesse de participer à la fois au processus de prise des décisions, mais aussi au développement de notre pays. Nous sommes sans ignorer que 2024, année dite de la jeunesse, 2025, depuis Belle Lurette, avait été décrétée comme année de l'émergence du Congo. La jeunesse a sa part à jouer, qui est une part considérable parce que la jeunesse est dépositaire de l'émergence de notre pays. Et c'est dans ce sens-là que je pense qu'aujourd'hui, avec cette volonté de faire que la jeunesse puisse être au cœur de 2024, qui a été manifestée par le gouvernement avec la promesse de création de 100 000 emplois, si je ne m'abuse, ce qui revient à dire que il faut qu'il y ait peut-être un bilan qui doit être fait de manière trimestrielle, donc tous les 100 jours jusqu'à 2024, quels sont les emplois qui ont été créés partant de janvier à mars, partant de mars à juin, et au fur et à mesure, tous les 100 jours, pour permettre à ce que notre jeunesse ne puisse pas seulement être une espèce de jeunesse que l'on récupère pour des slogans. Année de la jeunesse, année du progrès, année de 1000 emplois. Ce qui est une bonne chose, mais il faut que ces slogans puissent se manifester dans la vie réelle des Congolais. Parce que, je le dis encore, ce n'est pas forcément en décrétant quelque chose, une chose, que la chose se concrétise, mais c'est en travaillant et en manifestant jour après jour. Donc, année de la jeunesse congolaise 2024, oui, mais année de la jeunesse 2024 manifestée par des emplois, par des formations, par aussi, il faut le dire, une jeunesse qui puisse être davantage moralisée, car nous sommes aujourd'hui au cœur d'un fléau d'insécurité qui frappe toutes les familles congolaises et tous les quartiers, notamment de Brazzaville, de Pointe-Noire, et le phénomène est en train de migrer à l'intérieur même de notre pays, le phénomène dit Kuluna ou bébé noir, qui est un phénomène d'insécurité. Et donc, en parlant de l'année de la jeunesse, il faut aussi que l'on réfléchisse sur les causes de ce fléau. Parce qu'une fois que l'on a réfléchi sur les causes du fléau bébé noir Kuluna, on saura, comme on dit, couper l'arbre par la racine, le mal par la racine, j'allais plutôt dire. Parce que le phénomène Kuluna, ce n'est pas un phénomène qui est né ex nihilo. Nous savons tous que gouverner, c'est prévoir. Et dans le cadre de la projection des pouvoirs publics, des responsables éducatifs, qu'est-ce qui, dans le cadre de 2024, dans le cadre des 100 000 emplois qui vont être créés pour la jeunesse, est prévu pour lutter contre l'insécurité. Créée, il faut le dire, par des bandes de jeunes
dits bébés noirs, qui majoritairement sont des jeunes, est-ce que l'année de la jeunesse va se faire en fermant les yeux sur ce phénomène d'insécurité? Est-ce que la jeunesse, avec la création des 100 000 emplois, va être opérationnelle en regardant de part et d'autre les gens dans nos quartiers être terrorisés par ces jeunes qui, visiblement, sont désorientés? C'est des questions sur lesquelles les pouvoirs publics doivent, dans une espèce peut-être de séminaire, de colloque, réfléchir pour apporter des solutions qui, je pense, existent parce que nous avons des exemples à la fois au niveau international, au niveau national, avec des personnes qui peuvent apporter leur expertise dans la formation des jeunes, dans la resocialisation de la jeunesse, pour permettre à ce que ces phénomènes de Kuluna, ces bandes qui se livrent parfois des guérillas urbaines, puissent faire place à la paix que nous prônons depuis, si je ne m'abuse, plusieurs années. Voilà. Je suis Doriska Munzenze. Je suis une ancienne étudiante congolaise ici à Paris. J'ai une licence en sciences et technologies, mention sciences du vivant, que j'ai obtenue à l'université Pierre et Marie Curie. Et j'ai un master de biologie, nutrition, qualité, santé, que j'ai obtenu à la Sorbonne. Aujourd'hui, je suis responsable qualité en grande distribution et je suis professionnelle de la sécurité alimentaire. On voit également que pour éradiquer ce fléau de délinquance juvénile, l'État congolais avait plutôt tendance à faire de la répression systématiquement. Le but c'était on arrête, on punit, on enferme. Vous comme moi, vous savez que cette méthode ne fonctionne pas. Ne fonctionne quasiment pas. Parce que il n'y a pas de suivi qui est fait. On s'arrête juste de se dire on va les enfermer, on va les mettre en prison, mais on ne se pose pas réellement la question de qu'est-ce qu'on va faire de nos jeunes? Qu'est-ce que nos jeunes ont besoin? On se retrouve avec des jeunes qui, à 18 ans, sont analphabètes. On dit que le futur d'un pays, c'est aussi sa jeunesse, parce que les jeunes de maintenant, ce sont les grands-parents, les parents de demain. Donc, comment on va construire des parents, des grands-parents de demain avec des jeunes qui sont défaillants? Excusez-moi du mot, si ça va offusquer certains. Donc, il est important de ne pas être que sur la ligne de la répression. Il faut d'abord aussi, comme je parlais des causes, l'école. Il faut clairement que l'État congolais mette les deux pieds dans le système scolaire congolais. Il faut qu'il y ait un suivi. Et pareil, lorsqu'on arrête ces jeunes-là et qu'on les relâche dans la nature, il faut également qu'il y ait un suivi. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des formations, par exemple, pour aussi travailler sur ce qui est très important avec ces jeunes délinquants et j'espère anciens délinquants, c'est aussi leur réinsertion au sein de la population. Parce que c'est bien beau d'enfermer quelqu'un pendant quelques mois ou X années, mais il faut aussi travailler sur le volet insertion. Donc, mise en place des lieux socioculturels, mise en place également des centres de réinsertion de ces jeunes, également en faire un suivi. Parce que on peut lancer des choses, mais si on ne travaille pas sur de la durée, sur une longue période, on se retrouvera à bricoler. Au début, on fait, c'est bien, ça fonctionne, mais on laisse les choses s'entasser, ça prend la poussière et on finit par bricoler. Et donc, c'est le serpent qui se mord la queue. On revient au même problème. Donc, travailler sur la réinsertion des jeunes. Travailler sur mettre en place des organismes socioculturels où ces jeunes vont également prendre conscience du mal qu'ils font à la population et également leur donner des possibilités, leur donner des voies où ils peuvent s'en sortir. L'école. L'école, c'est pour tout le monde, c'est un droit. Donc, leur dire aussi que vous avez le droit d'aller à l'école, mais aussi travailler sur cette école-là.
C'est que on sait que faut se travailler sur l'orientation. C'est pas tout le monde qui veut qui veut devenir médecin. Ce n'est pas tout le monde qui veut être avocat. Leur aussi donner la possibilité de s'orienter vers des domaines, vers des métiers qui les intéressent. Forcément, si une chose m'intéresse et si je suis passionnée par elle, ben je serai plus amène à passer mon temps libre à faire le métier ou à me former sur le métier qui m'intéresse que à être dehors, à voler ou à agresser les pauvres gens. Donc, réinsertion des jeunes. L'école. Proposer des formations adéquates envers ces jeunes délinquants ou anciens délinquants. Et aussi la population. Je pense qu'il faut aussi rééduquer notre population, un ancien bébé noir, une fois qu'il a payé sa dette à l'État, ne doit plus être stigmatisé, ne doit plus être pris à partie par la population. Je pense que chacun de vous aussi réfléchira sur ces différentes solutions qu'on peut apporter pour éradiquer, ça sera le souhait de tous, mais au moins pallier et aussi diminuer ce fléau de délinquance juvénile, et que j'espère que l'État a décrété l'année de la jeunesse. Je pense que avant de commencer à parler employabilité, avant de commencer à parler des jeunes de demain, il faut d'abord se concentrer sur les mots que vive cette jeunesse. Et l'un des fléaux est la délinquance juvénile, et cette délinquance juvénile, elle touche directement la population. Et j'ose espérer que notre gouvernement prendra ce problème à bras-le-corps, et notamment cette question de délinquance juvénile, et que à travers je vais me faire modeste et petite, mais à travers les solutions que j'ai pu apporter, pourront travailler là-dessus, et j'espère que l'année prochaine on pourra avoir moins de délinquance, et aussi que l'État mettra en place des structures pour travailler avec les jeunes, et pourquoi pas aussi se dire un jour, le taux de délinquance au Congo a nettement diminué. Voilà. Je suis Jessica Kilili, je suis actuellement en dernière année d'école d'ingénieur. Je fais une formation d'ingénieur généraliste en alternance, et j'occupe le poste d'apprenti ingénieur méthode et amélioration continue dans l'entreprise de Lecroix, qui fait dans la fabrication des machines agricoles. Je suis arrivée en septembre 2020. Avant mon arrivée en 2020, j'étais au Congo. J'ai fait un bac scientifique, ensuite 2 ans de BTS en maintenant des systèmes de production. Une fois mon arrivée en France, j'ai fait une classe préparatoire d'1 an, adaptation technicien supérieur, qui est propre aux titulaires de BTS et au DUT et aux licences également. Après, j'ai intégré l'école d'ingénieur à ICAM Lille. Je suis actuellement la présidente de l'Association des étudiants congolais de France, dont j'ai adhéré en février 2021. J'ai été élue en août 2022 et mon mandat prend fin en août 2024. Je travaille dans la sécurité alimentaire, et je me dis aujourd'hui que les étudiants font des petits boulots pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Pourquoi ne pas en faire un métier? Un vrai métier. Donc ce que je propose aujourd'hui, c'est un contrat tripartite. C'est-à-dire, on a la banque, on a vu le FIGA qui avait été mis en place pour pouvoir accompagner les structures entrepreneuriales. C'est accompagner, on peut être étudiant et entrepreneur. L'un n'exclut pas l'autre. Mais ces jeunes, on ne peut pas juste leur donner des fonds et disparaître dans la nature. C'est pour ça on crée un pôle d'excellence avec un contrat tripartite, l'État, avec le FIGA, un référent qui peut être moral, ou un parrain, et le jeune. Comme ça, tout le monde dans la boucle est concerné. Et créer un véritable projet. Pas juste ouvrir une petite boîte de SAP-SAP ou d'appel téléphonique, mais avoir une unité derrière qui pourra subvenir aux besoins du jeune et plus lui permettre d'évoluer. Il faut savoir qu'avec le décrochage scolaire, tout le monde ne veut pas poursuivre le cursus normal. Et donc, tous ces jeunes aujourd'hui qui sont sans emploi, naturellement, il faut les récupérer et les orienter vers ce genre de structure. Mais pour cela, il faut que les banques puissent jouer le jeu. Il faut que l'État joue le jeu
de ne pas sélectionner uniquement des jeunes issus des milieux favorisés, eux qui ont tout, mais plutôt d'aller chercher ces jeunes dans les milieux agricoles, les milieux ruraux, dans les villes reculées, dans les villages, parce que ces jeunes ont souvent besoin, ce sont des jeunes qui ont été marginalisés, abandonnés, et c'est là tout le rôle de l'État. Deuxièmement, aujourd'hui on parle de talent, c'est bien, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, tout le monde ne peut pas être footballeur, mais certains jeunes sont des chanteurs, certains jeunes dansent. Pourquoi ne pas ouvrir des écoles de danse pour que ça soit reconnu? On voit dans des pays de l'Amérique latine aujourd'hui, les danses sont reconnues, il y a des compétitions de danse. En faire un vrai métier, on puisse reconnaître tous ces talents à part égale. On a eu des concours de Mopacho, qu'est-ce que ça a donné derrière? Que la vision ne soit plus une vision limitée au simple fait de danser, de passer sur les réseaux sociaux, mais d'en faire un métier. Je vais citer un jeune talent de la RDC qui s'appelle Jenny Bosengue, qui se trouve actuellement en Belgique et qui a fait une tournée mondiale avec l'artiste Fally Ipupa. C'est pour vous dire que c'est possible. D'autre part, il y a la science. Aujourd'hui, avec le professeur Ntoumi qui cherche les fonds pour pouvoir aider ces jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent travailler dans la science, avoir des métiers d'avenir, de chercher, d'entreprendre dans l'innovation. Mais l'innovation et la recherche ont un coût. Et ce coût a besoin d'être amorti par un apport du pays. Nous n'investissons pas suffisamment dans la recherche. Le travail que fait le professeur Ntoumi, c'est un travail noble. Demain, on a besoin de ces chercheurs, de ces chercheuses pour qu'on puisse évoluer sur le plan de la sécurité alimentaire, qu'on puisse évoluer sur le plan de la médecine. Il y a tellement de pôles de recherche pour pouvoir faire avancer le pays et pour que nous puissions accéder à l'excellence. Et pour cela, il faut un investissement et cet investissement doit être du concret. Combien de jeunes l'État va financer pour rentrer dans le laboratoire du professeur Ntoumi pour que demain nous puissions avoir des chercheurs? Combien de chercheurs avons-nous eu en 2023? Est-ce que nous avons des chiffres concrets dans ce domaine-là? Et je me dis que des jeunes, il y en a énormément, des pistes de solutions, il y en a beaucoup. Et moi, j'en ai proposé 3. Et parmi les 3, je pense qu'il serait temps de se pencher sur ces pistes de solutions. Nous aurons des résultats pour éradiquer notamment le fléau de bébés noirs, de l'incivisme et de l'oisiveté de la jeunesse. Mon constat sur la jeunesse congolaise aujourd'hui, ce que j'ai pu remarquer d'assez significatif, c'est le manque d'orientation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous rencontrons dans le système éducatif congolais déjà beaucoup de difficultés afin de pouvoir orienter les jeunes pour la simple et bonne raison que nous n'avons pas dans notre système éducatif des conseillers d'orientation. Et donc, les jeunes, les étudiants, les élèves n'ont pas cet aperçu de ce que peut être le monde universitaire, mais aussi le monde professionnel. Souvent et très souvent, les jeunes partent à l'aveuglette et se fient très souvent à leurs parents ou au parcours académique ou scolaire de leur aîné. Et ça, c'est un grand manque parce qu'on ne permet pas de pouvoir explorer tout le potentiel des jeunes. Et aujourd'hui, c'est une question vraiment qui prend tout son sens lorsque nous voyons, par exemple, au nombre de réorientations académiques, que ce soit professionnelles également, dans le milieu de la jeunesse. Et il y a aussi cette idée que la jeunesse congolaise aujourd'hui se trouve dans un état de ce que je qualifie en fait de confort parce que elle repose beaucoup sur ses lauriers. Et ses lauriers dans le sens où aujourd'hui on ne fait plus assez d'efforts. Moi je me souviens lorsque j'ai commencé mes études, après c'est un peu différent pour moi parce que je savais déjà ce que j'allais faire. C'est-à-dire que j'ai su que j'allais faire du droit depuis la classe de 3e. J'étais amateur des films policiers et c'est cette envie-là qui m'a donné, c'est en regardant ces films que j'ai eu ce goût pour faire du droit. Mais les choses ne sont pas toujours évidentes pour tout le monde et il a donc fallu que je travaille davantage sur moi,
sur mes capacités afin de pouvoir me doter des moyens pour faire les études de droit. Aujourd'hui, lorsque nous voyons ce qui se passe dans la jeunesse, dans notre entourage, le confort fait en sorte qu'aujourd'hui, nous ne nous consacrons pas assez, nous ne faisons pas suffisamment d'efforts afin de nous dépasser. Et ça crée un véritable problème parce que ça nous enfreint dans nos choix potentiels. Parce qu'on a des capacités qui ne sont pas explorées. Et c'est aussi un manque parce que l'on ne peut pas explorer tous les différents domaines, mais aussi tous les différents métiers qui peuvent exister. Premièrement, ce serait un peu trop facile de faire de la rhétorique politique en disant année de la jeunesse, créer des emplois. Oui, ce serait ça, créer des emplois, parce que l'emploi, c'est ce qui va permettre aux jeunes qui sont dans l'oisiveté d'avoir de quoi s'occuper. L'emploi va permettre aux jeunes de pouvoir être des acteurs qui influencent positivement la destinée de notre pays. Mais aussi, l'emploi va permettre à la jeunesse de s'inscrire dans une optique générationnelle. Parce que je le répète encore, l'État n'est pas statique. L'État, c'est la continuité. C'est ceux qui ont été là hier qui préparent demain. Ceux qui seront là demain qui vont préparer la suite, donc dans son cadre générationnel. Et première solution, c'est de créer des emplois. Mais créer des emplois, c'est les créer en prenant le pouls de la jeunesse actuelle. De manière générale, nous avons une jeunesse qui, nous pouvons nous en féliciter, est une jeunesse lettrée, donc alphabétisée, qui suit un grand processus d'alphabétisation. Mais nous avons aussi des jeunes, parfois, qui ne sont pas soumis n'ont pas malheureusement pu bénéficier du système scolaire. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'abord faire comprendre aux uns et des autres que l'intelligence de l'esprit vaut l'intelligence de la main. C'est-à-dire que les jeunes, femmes ou hommes, qui n'ont pas pu poursuivre des études, dans le cadre des 100 000 emplois qui vont être créés, quels sont les emplois dédiés au volet informel, quels sont les emplois dédiés au volet formel. Pour ce qui est des emplois dédiés aux personnes qui ont des aptitudes physiques, il faut un certain nombre de formations. Et j'avais déjà eu l'occasion d'évoquer cette piste de solution. Notamment, je reviens encore sur ce fléau parce que c'est capital. Sans sécurité, sans paisibilité sociale, on ne peut pas vaquer à nos occupations, on ne peut pas se mouvoir librement. J'avais proposé une esquisse de solution pour lutter contre le phénomène bébé noir en créant des centres de resocialisation de la jeunesse, de cette jeunesse qui est oisive, de cette jeunesse qui malheureusement se livre à des actes d'insécurité. Une fois qu'on crée des centres de resocialisation, c'est réfléchir à qu'est-ce que nous allons faire pour que ces centres de resocialisation puissent moraliser la jeunesse et faire en sorte que cette jeunesse puisse être productive dans le cadre des fonds baptismaux de l'émergence. Nous avons aujourd'hui des jeunes qui s'adonnent à des actes d'incivilité et au-delà même à des actes de criminalité. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour moraliser ces jeunesses? Je pense qu'il faut savoir ce que ces jeunes veulent. Pour la plupart d'entre eux que j'ai eu l'occasion, à mon échelle associative, de rencontrer, ils disent qu'ils n'ont pas de travail. Et donc, c'est de mettre en place des formations à l'échelle de leurs aptitudes intellectuelles, physiques. Certains peuvent suivre des formations qui vont être prises par l'État dans le cadre de la mécanique, dans le cadre de l'agriculture, parce que nous savons que nous sommes un des pays africains qui exportent beaucoup des produits agricoles alors que nous avons un sol qui est très fertile. Donc on peut convertir ces jeunes dans le secteur agricole, faire en sorte qu'ils puissent travailler la terre, l'élevage, et cela sera à la fois une richesse pour notre pays en termes d'autonomie agricole, mais aussi une richesse pour notre pays dans le cadre de la sécurité. Et puis, dans l'autre volet plus formel, c'est de réunir les conditions d'études dans nos différentes universités. Aujourd'hui, on en a deux de manière étatique avec la récente université de Kintele, donc l'université qui porte le nom du président de la République. C'est de réunir les conditions d'études parce que j'ai été étudiant dans la première université de notre pays, l'université Mariam Gouabi. Je suis témoin oculaire
des difficultés qu'il y a à étudier dans cette université, et notamment dans la faculté qui m'a produit. Donc c'est de réunir les conditions, de donner aux différents jeunes le goût des études, mais cela s'accompagne aussi d'un écosystème qui permette aux jeunes, une fois qu'ils suivent les études, de pouvoir après espérer suivre des stages, des emplois, faire en sorte que le pays puisse être viable et que nous ne puissions plus malheureusement être victimes de la fuite des cerveaux. Et donc de manière succincte, ce serait quoi? La proposition première, ce serait donc de réorganiser notre système éducatif, notamment au niveau universitaire, en faisant en sorte que les étudiants puissent étudier dans de meilleures conditions, et même aussi les élèves. Deuxièmement, pour ce qui est de l'insécurité générée en grande majeure partie par des jeunes dits bébés noirs, de créer des centres de resocialisation de la jeunesse qui vont dans le cadre des 1000 emplois qui sont prévus pour les jeunes. Il y aura une partie des emplois qui vont être dédiés à cette jeunesse-là pour la moraliser et pour la rendre responsable du devenir de la nation. Et troisièmement, bien sûr, une fois que l'on a réuni ces deux premiers aspects, c'est de faire en sorte que notre jeunesse, à la fois la jeunesse formelle et informelle, puisse participer dans le processus de prise de décision pour l'avenir de notre pays, parce que, je ne le dirai jamais assez, il n'y a pas de succès dans un pays sans la préparation des successeurs, donc de la jeunesse. Je vous remercie.